pour que les autres municipalités puissent y avoir accès. Donc, je vais aussi réduire les fenêtres. Comme ça, on ne vous voit pas nécessairement. Ouais. Donc, je suis Nathalie Rochefort, je suis la DG de la Chambre de commerce du Cœur du Québec. On est là pour vous, mais être là pour vous, c'est pas être là seulement pour les entreprises, c'est aussi être là pour les petites municipalités, les municipalités qui ont à travailler, qui ont des appels de toutes sortes de la part de leurs gens d'affaires et qui ont souvent des questions pour leur propre relance aussi. Bon, par exemple, est-ce qu'on met ou non les quais à l'eau? Comment est-ce qu'on se prend? Qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie? Donc, je pense que la présentation de RCGT va être plus que pertinente et c'est pour ça qu'on l'a mis en ligne. Si vous avez des questions, je répète, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas. Donc, je vous cède la parole et je me tais. Parfait, merci beaucoup, Nathalie. Donc, bon matin tout le monde. Mon nom, c'est Magali Lebellumire. Je suis associée chez Raymond Chabot, ici dans la région de la Mauricie et de Nicolet. Donc, ce matin, je suis accompagnée de 3 autres personnes de Raymond Chabot, qui est Pierre Fortin et Jean-Philippe Brosseau, qui sont les deux, dans le fond, des personnes dans la pratique d'affaires de conseil. Il y a Audrey Morin, qui est directrice principale en Mauricie ici, qui est, dans le fond, personne qui est en charge de ce qu'il y a trop au niveau mandat municipaux là, pour Raymond Chabot dans la région ici. Donc, la COVID-19, ça a beaucoup eu des impacts sur nos vies, sur les vies de nous comme individus, sur nos entreprises, mais aussi sur les municipalités. Donc, ce matin, Jean-Philippe et puis Pierre vont nous entretenir, entre autres, sur les constats économiques en lien avec la COVID, mais aussi les actions à prendre pour vous en tant que municipalité, organismes municipaux là, en lien avec le post-COVID qui s'en vient. Donc, messieurs, vous êtes prêts? Bien, je suis prête à vous passer la parole. Excellent. Merci, Magali. Donc, comme Ali disait, en fait, ça va être principalement moi et Pierre qui allons faire la présentation de ce matin. Donc, présentation qui va se diviser en 4 grandes parties avant la séance de questions. Donc, on va commencer par vous présenter un survol là, des impacts et des perspectives économiques là, qui sont liées à la situation qu'on vit depuis quelques semaines. Ensuite, on va vraiment rentrer dans tout ce qui est qu'est-ce qu'on peut penser comme plan de relance pour les municipalités. Après ça, au niveau plus financier, fiscal, qu'est-ce qui doit être envisagé et quelques bonnes pratiques pour effectivement assurer la relance correcte des municipalités dans les prochains mois. Donc, commençons avec l'impact et perspectives économiques. Donc, ça, c'est des données qui sont publiées depuis quelques semaines. En fait, là, on devrait avoir des données un petit peu plus fraîches dans les prochains jours parce qu'en fait, les données là, sont publiées à tous les mois par Statistique Canada, mais c'est tout le temps un petit peu en retard de quelques jours par rapport à la fin du mois. Donc, on a encore seulement les données qui datent de la fin du mois de mars. Donc, les données que je vais vous présenter, c'est vraiment l'impact entre le mois de février 2020 et le mois de mars 2020. Donc, potentiellement qu'avec les données qui vont probablement sortir demain ou jeudi, on va avoir un impact qui est encore plus grand sur l'économie du Québec et sur les différents secteurs d'activité. Donc, justement, là, les données là, de Statistique Canada démontraient de façon sans équivoque là, une baisse de l'activité économique qui était sans précédent au Canada. Les Statistique Canada a fait certaines estimations, là, sans que ce soit des données finales, mais on parlait d'une baisse d'environ 9 du PIB entre février et mars 2020. Donc, c'était la plus grande diminution du PIB depuis le début là, du calcul de cette statistique-là par Statistique Canada en 1961. D'autres aussi, des impacts qui sont très, très marquants, c'est le fait qu'au Canada, entre février et mars, il y a plus d'1 million de personnes qui ont perdu leur emploi. 2 millions environ là, qui n'ont pas nécessairement perdu leur emploi, mais qui ont soit travaillé moins de la moitié des heures ou ont travaillé aucune heure. Donc, ils ont gardé un lien d'emploi, mais qui avaient une grande réduction de leurs heures travaillées. Et justement, là, entre février et mars, on parle d'une réduction de 15 des heures travaillées là, au Canada. Quand on regarde plus au Québec, pour mesurer la magnitude justement de l'impact économique là, sur l'économie du Québec et puis sur la rapidité avec laquelle là, on a connu l'impact, c'est qu'on compare justement d'autres crises qu'on a connues au cours des 40-50 dernières années. Donc, on voit qu'au Québec, là, entre février et mars 2020, on a perdu environ 6 du nombre d'emplois total. Mais comment qui distingue la situation actuelle des crises antérieures?
c'est le fait que tout ça s'est passé en seulement un mois. Alors que quand on regarde là, les autres crises là, en 80, 81, 90, 91, 2008, 2009, donc ce sont des réductions qui parfois étaient aussi importantes, mais des réductions qui sont faites sur plusieurs mois. Donc, c'est sûr que ça vient encore plus faire en sorte que l'impact économique était sans précédent pour le Québec. Puis là, vous le savez aussi, l'impact économique a été différent selon les secteurs d'activité. Donc, ici, on reprend là, les principaux secteurs d'activité économique là, selon une classification statistique. Donc, on voit ici la proportion des entreprises qui ont mis à pied plus de 80 de leurs effectifs. Donc, on voit là, qu'il y a certains secteurs qui ont été touchés là, de façon très, très importante. On a entendu beaucoup parler dans les médias, mais tout ce qui touche l'hébergement, restauration, donc c'est près de la moitié des entreprises qui ont mis à pied plus de 80 de leur effectif. Le secteur aussi des arts, spectacles, loisirs qui a été très, très frappé par la crise et aussi tout ce qui touche là, au commerce de détail qui est très frappé par la crise. Puis c'est aussi dans le plan de relance puis le plan de réouverture de l'économie qui a été mis en place par le gouvernement du Québec, c'est dans les secteurs là, qui vont aussi prendre le plus de temps à repartir, là, considérant que tout ce qui touche là, la distanciation est plus difficile à accomplir dans ce genre de commerce-là. Donc, on voit justement là, que l'économie est touchée de façon globale, mais qu'il y a quand même une grande différence entre les secteurs qui sont touchés là, au Québec. L'impact varie aussi en fonction de la taille des entreprises. Donc, on le sait, au Québec, on est une économie là, de PME. C'est justement les petites entreprises qui ont été le plus touchées au Québec. Potentiellement, là, c'est beaucoup les entreprises aussi du secteur des services qui ont été touchées de façon plus importante, donc moins 15 du nombre d'emplois entre février et mars 2020 là, dans les entreprises de moins de 20 employés dans le secteur des services au Québec. Même chose aussi, on voit dans les 20-99 là, des entreprises qui ont été fortement touchées. Dans les plus grandes entreprises, par contre, on voit que c'est plus des entreprises du secteur de la fabrication de biens qui ont été plus touchées là, au niveau de la réduction du nombre d'emplois. On voit aussi que ça dépend aussi de la taille des municipalités. Donc, les municipalités là, dont vous êtes, là, si vous êtes plus des municipalités là, dans les 1000 à 10 000 habitants, parfois moins de 1000 habitants, donc plus en milieu là, qu'on appelle là, petits centres de population ou régions rurales. Donc, on voit que les taux de chômage ont fortement augmenté en l'espace de quelques semaines. Donc, encore une fois, c'est les données de février à mars 2020. Donc, potentiellement que les données seront encore plus alarmantes lorsqu'on aura les données d'avril qui sortiront dans les prochains jours. Mais on voit que lorsqu'on regarde là, les municipalités de petits centres de population, le taux de chômage est passé de 4,7 en février à 9 en mars 2020. Et puis, les municipalités là, de moins de 1000 habitants, d'un taux de chômage de 5,5 à 7,7 en l'espace de quelques semaines. Donc, il y a aussi une enquête qui a été faite par Statistique Canada au cours de la dernière semaine avec la Chambre de commerce du Canada qui ont sondé plusieurs entreprises au Canada leur demandant justement là, certains éléments par rapport à la crise. Donc, une des questions était justement là, sur la capacité des entreprises à poursuivre leur activité dans le contexte de mesures d'éloignement social. Donc, sans surprise, justement, c'est pas mal les mêmes entreprises qui ont été le plus impactées depuis le début de la crise, qui ont répondu qu'ils auraient beaucoup de difficultés à poursuivre leurs activités si les mesures d'éloignement social devaient se poursuivre sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, tout ce qui est, encore une fois, hébergement, restauration, art, spectacle, loisirs. Donc, on peut s'attendre que ces entreprises-là vont connaître des difficultés là, au-delà des prochaines semaines. Donc, si on conserve des mesures là, de l'éloignement qui forcent la fermeture de ces entreprises-là à plus long terme, on voit que ces entreprises-là vont être potentiellement dans le trouble là, pour la poursuite de leur activité, puis que les plans de soutien devront être potentiellement prolongés là, au-delà des périodes qui sont actuellement prévues.
Au niveau des perspectives économiques, donc le budget du Québec qui était sorti là, à la mi-mars, en fait, là, je pense que c'est autour du 12-13 mars, là, si je me rappelle bien, ou même un petit peu avant. Là, je pense que l'économie du Québec, l'annonce a été faite autour du 12-13 mars, la fermeture de plusieurs des écoles, etc. Mais quelques jours avant, le budget du Québec était sorti. Donc, on voit là, que le budget du Québec est sorti, mais finalement a été relégué aux oubliettes assez rapidement, considérant que la situation a complètement changé par rapport à ce qui était prévu dans le budget. Donc, on voit justement la comparaison entre ce qui était prévu dans le budget 2020-2021 du ministère des Finances du Québec et les prévisions qui ont été faites par la Banque nationale, donc des prévisions révisées qui ont été faites par la Banque nationale en avril 2020. Donc, on voit qu'il y a des gros écarts entre les prévisions de PIB. Donc, le budget du Québec prévoyait une croissance du PIB de 2 en 2020. La Banque nationale a révisé cette croissance-là, en fait, une décroissance de 5,2 et puis, un certain rebond en 2021, donc un rebond de 4,5 en 2021, mais un rebond tout de même qui ne nous permettra pas de réatteindre le niveau de PIB qu'on avait là, avant la crise qui a débuté au mois de mars. Donc, on peut parler qu'on a un retour à ce qu'on avait janvier 2020. Donc, on parle d'une période potentiellement de 24 à 36 mois là, avant qu'on réatteigne le niveau d'activité économique qu'on avait avant le début de la crise. Donc, on le voit aussi l'impact sur le taux de chômage. Donc, on sait qu'au Québec, on avait des taux de chômage historiquement bas. Donc, on avait des prévisions de 5 puis 4,9 en 2020-2021. Donc, la prévision mise à jour de la Banque nationale, on parle plutôt d'un taux de chômage de 7,7 en 2020 et de 6,8 en 2021. Donc, ça demeure toutefois des taux de chômage relativement bas par rapport à ce qu'on a vu là, dans les 15-20 dernières années au Québec. Mais quand même, c'est une augmentation là, de près de 50 par rapport à ce qu'on avait vu dans les derniers mois au Québec. Puis aussi, quand on regarde au niveau des mises en chantier de logements, donc souvent, c'est des sources de revenus pour les municipalités avec des nouveaux logements construits là, sur le territoire. Donc, on voit là, des baisses, des mises en chantier assez importantes. Là. En 2020, le budget du Québec prévoyait environ 45 000 mises en chantier, prévision révisée là, d'environ 30 000 et aussi une baisse d'environ une dizaine de mille d'unités en 2021 par rapport à ce qui était prévu dans le budget du Québec. Donc, on entend beaucoup parler justement là, des outils pour la relance économique. Donc, la construction est souvent mise de l'avant pour accélérer la relance économique. Donc, ça aussi, là, c'est le PQI, donc le plan d'infrastructure du Québec, qui avait été présenté avec le budget québécois à la mi-mars. Donc, PQI là, qui avait été augmenté d'environ 5 milliards. Donc, on avait un total d'investissement de 130 milliards sur la période 2020-2030. Donc, des investissements très, très importants dans plusieurs secteurs. Donc, les secteurs, bien sûr, qu'on connaît, qui accaparent beaucoup d'argent. Donc, tout ce qui est santé, services sociaux, éducation, culture. Mais tout ce qui touche là, le potentiellement municipal était aussi très, très important dans ces dépenses-là. Donc, tout ce qui touche le réseau routier, donc des dépenses de 26 milliards de prévus sur la période 2020-2030, transport collectif aussi, et puis toutes les infrastructures municipales, là, qu'on a des dépenses de 7 milliards prévues sur la période 2020-2030. Donc, c'est sûr que un des outils qui va potentiellement être privilégié pour accélérer cette relance-là sera peut-être de devancer certaines dépenses. Le gouvernement a déjà commencé là, à dire que notamment les maisons des aînés, potentiellement, qu'on accélérera les dépenses par rapport à ça. Également, tous les programmes d'investissement là, sur les nouvelles écoles là, qui pourraient accélérer là, pour avoir une relance économique accélérée au Québec. Donc, sur ça, je passe la parole à Pierre là, qui va vous parler des outils pour la relance des municipalités. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Merci. Merci à Nathalie de me confirmer ça.
En fait, l'organisation municipale, évidemment, la relance, on se lance dans de l'inconnu. Quelle sera la relance? Quelles seront les mesures sanitaires? Quels seront les différents impacts sur nous comme organisation municipale, mais également sur l'entièreté de la société qui nous entoure et pour laquelle on est au service. Ceci dit, on vous a mis une petite citation où on dit que ça va nous prendre une posture mentale d'innovation, puis ça l'accélère, dans le fond, tous les changements qu'on peut vivre actuellement. À cet égard-là, ne serait-ce que le télétravail et le type de conférence qu'on fait ce matin, simplement pour vous dire, ça fait 2 ans chez Raymond Chabot qu'on organise des webinaires. Habituellement, on a 20, 25, 30, 50 personnes. Puis on en a eu jusqu'à 2000 personnes depuis le début de la COVID. Donc, ça en est des façons de faire. Ceci dit, bien qu'on parle de gestion de changement et d'innovation, il faut le faire de façon organisée comme tel. Donc, il faut s'organiser pour se préparer à l'après-COVID. Il faut suivre les programmes et les différentes vigies. Jean-Philippe faisait part des perspectives économiques tout à l'heure. Il y en a, elles sont pas belles. Le gouvernement fédéral et provincial, à venir jusqu'à maintenant, sont au rendez-vous pour soutenir l'économie et assurer un filet. Les organisations municipales telles que l'UMQ ou la FQM actuellement préparent des représentations pour soutenir les municipalités dans leur réalité. Donc, tout ça fait qu'on doit s'organiser et assurer une vigie des programmes. On doit analyser, planifier, je vais y revenir. Et évidemment, le gros, c'est d'agir et innover pour assurer qu'on va être bien en action le plus rapidement possible. Jean-Philippe? Donc, au niveau de l'organisation et de la stabilisation de l'organisation municipale, c'est sûr qu'on doit se mettre dans un mode de gestion de projet. On a été en cellule de crise pour la plupart d'entre vous, j'en suis convaincu. On a été en gestion de risque. Maintenant, comment on peut juste relever la tête puis de se dire, OK, un coup que j'ai tout vécu ça, qu'est-ce que je peux faire pour assurer le bien-être de mes citoyens dans un contexte qui va être totalement différent, dans une situation économique qui va être impactée. Donc, c'est vraiment l'optique dans laquelle on doit se mettre, excusez, et tout en sachant que le plus beau des plans d'action qu'on va mettre en place, il va se réaliser peut-être à 30, 40, 50 parce qu'on va devoir se réajuster parce que la situation va évoluer. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Comment seront les comportements des individus? Comment se comportera l'économie? C'est toutes des inconnus parce que la vélocité de la crise, bien, on ne l'a jamais vécu pour la majorité d'entre nous, pour l'ensemble de la population. On n'a jamais vécu une telle vélocité. En matière d'analyse et de planification, c'était le cue, Jean-Philippe. Ouais. C'est bon, c'est bon. Donc, il faut prendre un temps pour analyser les différentes perspectives. Le cadre de référence qu'on propose, nous, c'est d'analyser selon le PESTEL. Donc, c'est quoi les impacts politiques? Comment, tu sais, l'impact politique, j'ai parlé que le fédéral et le provincial assuraient un filet économique, un filet sanitaire depuis le début de la crise. Ça sera quoi dans un contexte où on passe, notamment au niveau de l'économie du Québec, un gouvernement qui est en mode de surplus budgétaire à un mode de déficit budgétaire. Maintenant, je ne parlerai pas du déficit du fédéral qui va être à plus de 250 milliards. Quel sera l'impact sur l'économie? Il y a des secteurs qui seront touchés plus que d'autres. On parlait de la vitalité des régions. Je disais quelque chose là-dessus ce matin. Ceci dit, un des axes des régions, c'était l'économie et le tourisme autour de ça. Le tourisme est arrêté, du moins jusqu'à temps qu'on ait un vaccin, donc jusqu'à la prochaine année, assurément.
quels seront les impacts socioculturels, comment se comporteront les gens, comment peut-on favoriser les fêtes de quartier, les fêtes de village pour assurer qu'on ait une vitalité, une vie sociale dans un contexte de ce qu'on appelle le 2M, là, le 2 mètres. Les outils technologiques, un virage important au niveau du télétravail, un virage aussi qui implique que chacune de nos municipalités doit être branchée Internet à haute vitesse, ce qui n'est pas encore le cas en 2020. Donc, des défis à cet égard-là. Un virage aussi au niveau écologique où... Oups, j'ai vu une question? Non? Il y a eu un petit son qui est arrivé. Un virage au niveau écologique où toute l'émission des gaz à effet de serre a diminué de façon importante pendant la crise. Une conscience sociale à l'effet, à l'impact à cet égard-là. Donc, tous des éléments et bien, évidemment le cadre légal qu'on doit tenir compte. Donc, tout ça va amener des changements, des tendances et des enjeux pour les municipalités de chacune de nos régions du Québec. Ceci dit, chez Raymond Chabot, on a analysé ça et on a dit qu'il y a 7 actions essentielles qui doivent être mises en place. Relancer l'économie, assurer une vitalité à l'écho de notre milieu, revoir les mécanismes d'aménagement des territoires, investir dans le numérique et évidemment accompagner nos ressources humaines, accélérer les projets majeurs et s'assurer que la situation financière et fiscale va être en concordance avec la capacité de payer de chacune de nos municipalités. On va les reprendre les 7 pour nous assurer d'être en mode solution puis de vous susciter quelques idées pour vous. Au niveau de la relance de l'économie, il y a 2 grands axes. Un, il y a le volet entrepreneuriat et innovation. On a tous des créneaux d'excellence. Il faut soutenir l'entrepreneuriat. C'est fait souvent via les CLD, les MRC. Comment je peux soutenir l'incubation de l'accélération de certaines entreprises dans un contexte d'affaires qui est différent? Comment je peux repositionner mes parcs industriels pour m'assurer qu'on soit toujours pertinent à cet égard-là et qu'on ait une vigie sur l'évolution de nos actifs économiques. C'est tous des éléments que actuellement les CLD et les MRC se questionnent. Puis, comment soutenir cet entrepreneuriat-là dans un contexte où les facilités financières ne sont pas évidentes, dans un contexte où ils doivent revoir leur chaîne d'approvisionnement, dans un contexte où on était dans un marché de plus en plus global au niveau de la planète et on vivra un retour aux sources avec des chaînes d'approvisionnement beaucoup plus locales. Comment, comme CLD, municipalité, MRC, je peux soutenir ce virage-là qui va être nécessaire? D'un point de vue commercial, évidemment, il y a une participation aux stratégies locales. Stratégie locale / régionale, il ne faut pas... je pense que ça va se faire à l'échelle des régions et à l'échelle du Québec. On le voit avec l'exemple du panier bleu. Ça en est un bel exemple. Comment je peux renforcer l'animation de mon territoire et en faire une utilisation différente de mes attraits culturels, de mes attraits touristiques? C'est excusez, j'ai de l'émondage en face de chez nous, que ça crée du bruit. J'espère que ça ne se rend pas jusque chez vous. Comment je peux accélérer la transformation au niveau de mes centres villageois, de mes cœurs villageois, de mes centres-villes, pour m'assurer que les gens, dans un contexte de peur, aient le goût de recommencer à y venir, puis dans un contexte de 2 mètres safe qu'on appelle, pour m'assurer de maintenir une vitalité, puis une vie de quartier, puis une vie de village qui est adéquate. Autre élément au niveau, maintenant je passe à la prochaine à cette étape, les impacts au niveau vitalité du milieu et de l'écosystème des organismes. On l'a mentionné, je l'ai mentionné sur un axe économique avec les cœurs villageois. Maintenant, dans un axe vitalité de mes milieux, mon œuvre de service municipal, que ce soit en matière de culture, en matière de loisirs, a été quasi arrêtée au cours des dernières semaines. Comment se fera la relance de ces éléments-là?
j'ai des impacts d'un point de vue revenu auprès des municipalités par une baisse de fréquentation, comment je peux réorganiser mes camps de jour, comment je peux m'assurer de maintenir un bénévolat de jeunes travailleurs et des emplois de jeunes travailleurs dans une optique où ils ont le PCU. C'est une problématique qui se vit actuellement, qu'on a de la misère. Et évidemment, vous êtes des municipalités, vous êtes dans une optique de leadership et les gens se virent souvent vers nous pour dire ben, aidez-nous, faites de quoi pour aligner cet élément-là. L'autre élément, c'est que dans les services de loisirs et culture, on travaille souvent avec des organismes, que ce soit des organismes communautaires, des organismes comme l'hockey mineur ou autres. Et évidemment, il y aura des problèmes déjà en période de vitalité économique. C'est des organismes qui ont des enjeux financiers. Maintenant, en période d'austérité, pas d'austérité gouvernementale, comme on disait, mais d'austérité ou de crise économique. C'est clair que les organismes, on va devoir redéfinir la vision et redéfinir le cadre financier avec eux, tout en maintenant un équilibre au niveau de la vitalité à cet égard-là. Donc, c'est tous des enjeux au niveau de la vitalité que vous devez réfléchir pour vous assurer de s'assurer. Quand je parle des organismes, évidemment, j'ai parlé de crise sur la vitalité, revoir les façons de faire à cet égard-là, revoir la programmation. Je parlais des camps de jour tout à l'heure, ça en est un exemple, mais s'assurer de maintenir une offre aux citoyens et évidemment de rester à l'affût des programmes et supports gouvernementaux en conséquence parce que on est conscient, puis je pense que le gouvernement en a fait mention à quelques reprises. Je voyais la ministre de la Forêt, ministre des Affaires municipales, qui commençait à en parler. On a vu Mme Proulx, la ministre du Tourisme également, amener des éléments à cet égard-là pour nous assurer qu'on maintienne une vitalité et un écosystème qui est vivant. Troisième grand chantier, c'est l'aménagement de notre territoire de façon plus durable. On a évidemment en zone rurale la protection des terres agricoles, un approvisionnement local et un bio, tout de s'assurer d'une autonomie alimentaire devient une préoccupation pour tous. Et dans ce sens-là, il va falloir s'assurer de protéger nos terres agricoles et de s'assurer qu'on aille chercher le maximum de culture pour alimenter nos gens. Ça aura des impacts. Profiter d'une conscience sociale au niveau environnemental pour vraiment faire un virage vert qui est adéquat à cet égard-là. Et d'augmenter l'autre élément, je parle de sol alimentaire, de virage vert. D'un point de vue social, on va vivre une crise du logement à deux égards. À l'échelle du Québec, on est à moins de 4 % de vacances au niveau logement avant la crise. Maintenant, au 1er juillet, il y aura beaucoup de chantiers de construction résidentielle qui ne seront pas prêts. Donc, il y aura une pression sur le logement à cet égard-là. Et l'autre pression, c'est au niveau du logement social où on aura encore plus de gens qui auront des difficultés à payer leur loyer. Donc, comment on pourra soutenir cette offre de logement social-là pour assurer que tout le monde ait un toit. Ça fera partie des défis. Troisième élément au niveau de l'aménagement, le transport actif va prendre une place plus prépondérante à titre de mode de vie. On va passer de l'arrêt de vélo à du dimanche à du transport pour dans la vie de tous les jours pour nous assurer. C'est sûr qu'en milieu rural, ça peut être plus difficile compte tenu des distances. Ceci dit, il faut en tenir compte de ce changement de mode de vie. Repenser le transport collectif pour en assurer sa pérennité, c'est un poste budgétaire important dans les grandes villes. Il faut en être conscient qu'il y aura beaucoup de pression à l'échelle du Québec pour investir massivement en transport collectif. Et ça, dans un contexte où notre population aura certaines craintes de le prendre. Et évidemment, le dernier volet au niveau de l'aménagement, c'est comment on peut transformer notre mobilier urbain, nos espaces publics, dans un contexte de contraintes de distanciation, dans un contexte où, depuis quelques semaines, on n'a pas accès à nos parcs dans la période de confinement.
qui amène à repenser toute cette offre-là et la façon de développer nos parcs et espaces verts. Donc, tant d'éléments à réfléchir. Au niveau d'investir dans le virage numérique et la cybersécurité, puis tantôt, j'avais une citation de Sophie Brochu, je l'ai entendu, tout le monde en parle, il y a 2 semaines, qui disait qu'en matière excusez-moi, en matière de télétravail, on a fait plus de chemin dans les 3 dernières semaines que dans les 3 dernières années. Ceci dit, le télétravail devient un mode de vie au même titre que le transport actif. Il faut s'assurer de maintenir cette capacité-là au niveau municipal et au niveau de nos entreprises de services et nos entreprises industrielles. S'assurer de donner accès à des services en ligne pour la municipalité, parce que les gens auront créé une habitude. On l'a parlé au volet commercial d'accélérer le virage numérique. C'est également vrai pour la municipalité. On aura des pressions à cet égard-là. Et d'avoir des outils pour s'adapter au changement climatique. Ce sont autant de capacités numériques qui sont présentes, mais que dans un contexte post-COVID, on devra mettre en œuvre, 1, pour valoriser notre offre de service, mais 2, également, pour soutenir des coûts qui sont à niveau. Qui dit télétravail, qui dit capacité numérique, dit également de tirer des leçons en termes de cybersécurité. On a observé pendant la période de confinement que le nombre de tentatives d'hameçonnage, je vais dire le bon mot français, a augmenté de façon substantielle. Il va falloir maintenir ce niveau de vigilance-là si on veut s'assurer qu'on soit en mesure de profiter de toutes les capacités numériques. L'autre élément qui va se poser également, c'est toute la notion éthique qui vient à cet égard-là pour ne pas être intrusif dans la vie personnelle des gens si on veut développer des capacités à cet égard-là. Donc, il faut investir dans ce virage-là. Autre élément, évidemment, qui dit gestion de changement, qui dit transformation, qui dit nouveau contexte, dit accompagner les ressources humaines, accompagner nos gens dans ces éléments-là. On vit de la pression, on vit du surmenage dans certains milieux. Je parlais à des gens du réseau de la santé encore ce matin où le surmenage est présent. On a des risques de perte de ressources. Et il faut penser qu'avant la crise, bien que le taux de chômage a augmenté de façon substantielle, qu'avant la crise, on était dans un marché de plein emploi, dans un marché où il y avait un manque important de relève à tous les niveaux, et que cet élément-là va revenir nous hanter. Donc, il faut s'assurer d'établir des plans de main-d'œuvre dans un nouveau contexte d'affaires. Il faut s'assurer également qu'on va être en mesure d'offrir à nos gens des conditions sanitaires qui feront qu'ils n'auront pas peur de revenir au travail, qu'ils seront mobilisés puis motivés à le faire, au même titre qu'on le voit beaucoup depuis quelques jours dans le retour en classe de nos élèves, où il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup, évidemment, on parle de nos enfants, on est toujours plus émotifs. Ceci dit, on va vivre les mêmes craintes dans le retour au niveau du travail. Et pour nos industries, commerces, bien évidemment, c'est le même principe. Là, on a à offrir des conditions sanitaires. Et s'il dit ça, dit qu'on va devoir gérer du changement, gérer des émotions et accompagner nos employés à cet égard-là. Et ceux qui auront le mieux accompagné, ceux qui auront été des bons citoyens corporatifs, qui auront pensé à leur marque employeur, mais quand on reviendra à la pénurie de main-d'œuvre dans quelques années, je ne dirais pas dans quelques mois, c'est un peu prématuré, bien, seront ceux qui seront les plus gagnants à cet égard-là. Jean-Philippe, pour les prochains? Oui, tout à fait. Pierre, Oui. j'aurais peut-être juste un point sur la cybersécurité. Oui, il y a le hacking, mais il y a aussi la sécurité de nos systèmes informatisés, tout ce qui est les backups, mais aussi les failles de sécurité qui permettent l'intrusion de personnes tiers qui pourraient venir carrément chercher nos datas à l'interne de nos entreprises, qui est important. Exactement, Nathalie, c'est un excellent point. C'est pour ceux qui ont suivi l'actualité municipale, là, la ville de Châteauguay a été hackée juste avant la période de COVID.
et je discutais avec le maire de la ville, M. Gauthier, et c'est un impact de plus d'un demi-million pour la ville, ce hacking-là qu'il y a eu dans leur système et dans les failles de sécurité informatique. Donc, votre point est excellent, Nathalie. Petite précision, ne vous en faites pas, les petites municipalités. Je suis en train de travailler sur une checklist, mais aussi une formation cybersécurité avec les commissionnaires du Québec. Excellent. Donc, autre pilier là, de nos 7 éléments, justement, là, pour la relance, c'est l'accélération de la réalisation des projets majeurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, un des outils qui est envisagé par le gouvernement du Québec pour accélérer la relance, c'est de devancer certains projets d'infrastructure. Donc, le rôle des municipalités là-dedans, c'est d'y penser là, puis de se structurer là, de façon à profiter des programmes qui vont potentiellement être lancés ou accélérer dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, l'espèce de liste d'épicerie qu'on dresse, c'est de mettre à jour la liste des projets majeurs d'infrastructure de la municipalité, là, que ce soit les maintiens et maintien d'actifs ou le développement de nouveaux services, que ce soit des centres sportifs ou autres, ou certaines infrastructures sociales, là, des centres de loisirs, bibliothèques, etc. C'est de faire en sorte que notre liste des projets majeurs à développer soit à jour. Puis après ça, de faire en sorte que nos projets sont bien identifiés et sont bien classifiés en fonction de nos priorités de notre municipalité. Puis dans un contexte justement de vouloir accélérer le développement économique de notre municipalité, c'est de regarder les projets, de les prioriser en fonction de ceux qui auront le plus d'impact à court et moyen terme sur le développement économique, sur la revitalisation de notre territoire, puis aussi sur faciliter la mobilité là, de nos personnes, de nos travailleurs sur le territoire. Donc, c'est sûr que le gouvernement du Québec, du Canada, vont potentiellement accélérer certains programmes d'infrastructure. Donc, on le sait, là, ces programmes-là ils ont des enveloppes qui sont pas infinies, donc c'est des enveloppes fermées. Donc, il faut déposer des demandes. Donc, s'assurer que les municipalités seront prêtes à déposer les demandes de subvention lorsque les programmes seront lancés. Puis de s'assurer d'avoir des projets solides là, qui seront acceptés là, dans le cadre des demandes de subvention. Donc, aussi, qui dit projet d'infrastructure, projet d'investissement, ça va nécessiter, bien sûr, une planification financière de tout ça, puis l'intégration dans votre stratégie fiscale, considérant que des nouveaux projets, bien qu'ils sont souvent financés en grande partie par les gouvernements, il y a tout le temps souvent une somme résiduelle qui est à payer par les municipalités. Donc, il faut le prévoir dans notre stratégie fiscale, un paiement de dette qui va être effectué sur plusieurs années. Puis aussi des nouvelles infrastructures, là, que ce soit une bibliothèque ou d'autres éléments, un centre sportif, un aréna, qui vont non seulement avoir un effet sur notre remboursement de dette, mais aussi sur nos coûts d'exploitation, donc potentiellement des frais d'exploitation qui vont être plus élevés que ce qu'on avait dans le passé. Donc, c'est important dans ce contexte-là de se faire une stratégie fiscale, non pas là, seulement sur du très court terme, mais sur du 5-10 ans pour voir c'est quoi l'impact là, sur notre municipalité. Puis aussi, un point là, qui est poussé beaucoup depuis quelques années, autant par les différentes instances plus québécoises de l'UMQ, la FQM, mais aussi par la Fédération canadienne de municipalités. Donc, l'importance d'avoir des plans de gestion des actifs municipaux, donc des plans de gestion qui permettent justement d'assurer là, qu'on a un renouvellement de nos actifs municipaux, que ce soit les infrastructures souterraines ou autant aussi les arénas centres sportifs, mais d'avoir un plan de match qui fait en sorte que nos infrastructures, nos actifs soient entretenus, puis d'assurer leur renouvellement sur leur durée de vie. Donc, dans ce contexte-là, notre autre pilier, on a parlé de l'ensemble des stratégies, mais c'est sûr que tout ça a des impacts financiers. Donc, c'est de faire en sorte que notre stratégie financière et fiscale est mise à jour dans le contexte actuel, parce que, comme je disais tout à l'heure, avec les événements des dernières semaines, tout est chamboulé. Là, on le voyait, les impacts sur le budget du Québec. Là, on parlait en 2020-2021 de surplus. On est passé à des déficits là, estimés par le Finance Québec d'environ 15-20 milliards pour l'année de budgétaire 2020-2021. Puis comme Pierre le disait, au niveau fédéral, là, on est rendu à des déficits qui vont être près là, de
250-300 milliards, alors qu'on était plus dans des déficits autour de 20-30 milliards. Donc, c'est un déficit qui a plus qui est 10 fois plus élevé que ce qui était prévu. Mais au niveau municipal, il y a plusieurs éléments qui seront touchés. Là, on le voit, plusieurs grandes villes du Québec ont déjà commencé à sortir certains chiffres. Là, je laisse ce matin, notamment à Québec, là, que le maire Labaume disait qu'à Québec, là, on aurait potentiellement des pertes de revenus de 30, 40, 50 millions de dollars en 2020-2021. Donc, il y a plusieurs éléments, justement, qui vont jouer sur nos revenus qui seront moins élevés. Donc, des reports d'encaissement de taxes, potentiellement taxes foncières là, qui vont être... certaines personnes auront des difficultés à les payer. Des reports de droits de mutation parce qu'il y aura peut-être moins de transactions cette année. En tout cas, il y aurait certainement moins de transactions au mois d'avril, mois de mai, que ce qu'on avait dans les années dernières. Au niveau du transport collectif, c'est peut-être moins dans les petites municipalités, mais c'est clair que les sociétés de transport au Québec vivent des baisses drastiques de leurs revenus, alors qu'ils doivent quand même maintenir des dépenses qui sont, somme toute, similaires à ce qu'il y avait avant la crise. Au niveau des amendes contraventions, aussi peut-être certaines variations, donc peut-être un petit peu d'augmentation considérant les amendes qui sont données là, pour les rassemblements. Mais dans d'autres contextes, peut-être que les contraventions vont aussi diminuer, là, moins de contraventions au niveau du stationnement, etc., qui vont aussi jouer sur les revenus. Tout ce qui est aussi au niveau des permis, donc on le voyait tantôt, là, moins de chantiers probablement dans les prochains mois au Québec. Donc, potentiellement moins de revenus reliés à l'octroi de permis de construction. Les loisirs, Pierre en parlait. On ne sait pas trop encore, est-ce que nos camps de jour vont avoir lieu cet été? Est-ce que tout ce qui est loisirs là, pour les jeunes, le hockey, le soccer, dans le fond, c'est plein de loisirs qui sont... On ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça dans les prochains mois, donc les revenus vont potentiellement être moins élevés que ce qu'on avait prévu par rapport à ça. Donc, par contre, au niveau des dépenses, tout ce qui est loisirs, culture, souvent, on a des revenus qui viennent compenser les dépenses qu'on fait, mais il reste que les dépenses seront potentiellement moins élevées en loisirs culture si on pense à l'annulation peut-être des camps de jour qui auront lieu cet été. Transport collectif, les dépenses vont potentiellement un petit peu diminuer, mais pas en lien total avec les réductions des revenus qu'on aura connues. Et puis, au niveau des sécurités publiques, on voit que les polices sont appelées à intervenir sur certains aspects qui n'étaient pas présents dans le passé. Donc, les dépenses vont sûrement demeurer présentes. Donc, plusieurs revenus qu'on aura peut-être en diminution, alors que nos postes de dépenses resteront similaires là, dans les prochains mois. Donc, au niveau des investissements, comme on disait dans la page précédente, il faudra prévoir justement c'est quoi l'impact des projets qu'on aura pour les prochaines années. Donc, ça serait important de regarder nos plans triennales d'investissement pour faire en sorte de bien ajuster notre plan de match, pour faire en sorte là, que notre stratégie fiscale, financière de notre municipalité est en ligne avec nos variations de revenus et de dépenses. Puis même chose avec nos flux de trésorerie, de s'assurer que nos flux de trésorerie seront suffisants là, pour couvrir nos dépenses dans les prochains mois. Donc, certaines stratégies financières fiscales qui pourraient être mises en place. Donc, depuis quelques années, les municipalités du Québec peuvent faire des stratégies au niveau des strates là, de taux non résidentiels. Donc, parfois, on peut, par exemple, là, offrir certaines réductions du taux de taxation au commerce de proximité. Donc, c'est une stratégie que certaines municipalités ont adoptée au Québec, notamment pour favoriser là, les commerces de proximité, donc les commerces là, qui ont des petits chiffres d'affaires, donc souvent des très petites PME qui ont 1, 2, 3 employés, des salons de coiffure, des bureaux professionnels, là, par exemple des notaires qui ont pignon sur rue. Donc, on peut faire en sorte, par exemple, là, de réduire la taxe foncière sur tout ce qui est valeur foncière de 250 000 et moins, par exemple, ce qui fait qu'on vient donner un certain répit à ces commerces-là. Donc, ça serait potentiellement une démarche qui pourrait être faite pour enlever un petit peu de pression sur ces commerces de proximité-là qui ont connu une baisse importante de leurs revenus au cours des dernières semaines.
La planification, la réalisation des projets d'infrastructure, ça aussi, ça va être un point là, important à regarder pour les municipalités de façon à assurer la relance économique, mais toujours en tenant compte de la capacité de payer de la municipalité et mettre en place un programme de revitalisation, donc voir là, justement maximiser les investissements municipaux et privés pour s'assurer de la revitalisation de nos municipalités. Donc ici, on voit des exemples là, de cadres financiers. Donc, les cadres financiers qu'on voit, là, les revenus-dépenses, donc comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs revenus en 2020-2021 qui seront potentiellement moins élevés que ce qu'on avait prévu, alors que nos dépenses vont peut-être demeurer, somme toute, similaires. Donc, c'est de mettre à jour nos prévisions financières. Donc, si on fait un exemple là, sur 5 ans, mais de faire en sorte qu'on a nos prévisions financières sur 5 ans, nos revenus-dépenses avec nos services de dette et de faire en sorte justement que tout balance pour faire en sorte qu'on a un équilibre de tout ça et puis tenir en compte justement le fait que, disons que la réceptivité de nos citoyens à des hausses de taxes en 2021-2022 sera peut-être beaucoup moins grande dans le contexte où les ménages ont été durement touchés par la crise. Donc, je repasserai la parole à Pierre là, pour conclure le tout. Merci. Merci Jean-Philippe. En fait, en conclusion, c'est 2, 3, 4 points en période de relance, là, puis bien qu'on veuille aller vite, il faut prendre le temps de s'organiser puis d'analyser notre environnement. Ça ne donne rien de faire n'importe quoi, n'importe comment. Je ne dis pas qu'il faut analyser pendant 1 an, je ne dis pas qu'il faut refaire un plan stratégique avec tout ce que ça prend, mais prenez le temps, tout à l'heure on prenait l'expression, prenez le temps de regarder la forêt puis de relever la tête, ça demeure important. Gardez le contact avec les besoins des citoyens. C'est sûr, c'est pas à vous que je vais apprendre ça quand je parle des élus. C'est votre pain, votre beurre. Mais c'est fondamental parce que les paradigmes que nous-mêmes on peut avoir ne sont plus les bons à cet égard-là. Donc, il faut s'assurer de garder le contact. Profitez-en de faire des consultations, faire ne serait-ce que des soirées virtuelles avec eux pour aller chercher le pouls de qu'est-ce que nos gens vivent et leurs besoins. On l'a vu dans les moyennes et grandes villes, beaucoup ont sondé leurs entrepreneurs pour aller chercher de l'input à cet égard-là. Conservant l'humain au cœur de nos préoccupations. Depuis le début de la rencontre, on vous parle beaucoup de relance économique, relance COVID, mais c'est avant tout une crise sanitaire qui affecte les besoins de base de nos citoyens et de nos employés. Donc, il faut s'assurer d'avoir cette sensibilité-là et de conserver l'humain au cœur. Et évidemment, Jean-Philippe l'a bien mentionné, on est dans un contexte où il y aura une pression financière partout, autant pour nos citoyens que pour la municipalité que pour les paliers supérieurs de gouvernement. Assurons-nous de gérer cette situation-là. Et ceux qui auront le plus de succès seront ceux qui se mettront dans un mode d'innovation, de nouvelles idées, de créativité. C'est ceux qui pourront rebondir le plus rapidement et le plus loin. Et évidemment, gardons espoir, les temps de crise sont toujours suivis de périodes de prospérité économique. À cet égard-là, on vous a mis d'autres grandes récessions problématiques qu'on a eues à travers le temps, où il y a eu des chocs. On le calculait via la variation boursière et on voit que toutes ces périodes-là ont été suivies de périodes de prospérité économique. Donc, gardons espoir, la prospérité reviendra et la santé reviendra assurément quand l'avenir nous le dira. Voilà, ça fait le tour. On passerait maintenant à la période des questions. Autant pour Jean-Philippe ou moi, on est disponible pour vous. Nathalie, on entend pas.